Bonjour, alors l'idée dans l'exercice 4, c'est que vous fassiez une régression des prix sur le nombre de chambres et la capacité d'accueil en tronquant certaines observations de prix un peu fortes. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pas parce qu'il y a une observation de prix qui est forte qu'elle n'est pas forcément bien expliquée dans la régression. Donc il va falloir regarder un peu en détail ce qui se passe. C'est l'occasion de faire un point pratique où on va regarder vraiment l'ensemble des étapes sur Excel. Alors d'abord, je vais ici supprimer de mon fichier les données qui ne m'intéressent pas. Je vais gagner un peu de place. Ensuite, puisque on doit trier, on va trier sur les prix. Jusque-là, rien de nouveau. Ensuite, on va faire une régression. Et là, je vois directement qu'il me manque une donnée. Alors, je ne peux pas faire une régression sur des données manquantes. Les données manquantes, par définition, ne peuvent pas très bien expliquer les données pas manquantes. Donc du coup, je vais également trier sur le nombre de chambres pour supprimer ces données manquantes. Alors maintenant, si je vais tout en bas, je vois que il n'a pas su les ordonner, il les a mises à la fin. Alors parfois, il y a 0 chambre. Il faudrait vérifier qu'à chaque fois, ça correspond bien à un appartement précis, ce que je ne vais pas faire ici. Et maintenant, on peut à nouveau trier sur les prix. Une fois que j'ai fait ça, je fais ma régression. Alors, pour faire ma régression, je sélectionne une plage de cellules, je rentre droite règle ou line est, je prends mes Y, je prends mes variables explicatives, je prends une constante, donc 1, qui vaut pour vrai ou true, et je prends également mes statistiques descriptives. Et là, on a, vous vous rappelez, mes coefficients, leur écart type, mon R2, qui est incroyablement faible. Ici, on a la somme des carrés expliqués, et ici, on a la somme des carrés des résidus, ce qui veut dire que je peux retrouver mon R2, pour vérifier que je ne me trompe pas complètement, en prenant les carrés expliqués divisés par les carrés totaux, et je tombe bien sur un R2 qui n'est même pas ajusté, qui est extrêmement faible. Alors pourquoi est-il si faible? On va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc je vais prendre, alors je pourrais regarder mes T statistiques, c'est-à-dire regarder ce coefficient divisé par son écart type, et regarder si la valeur est élevée. Alors pour la constante, elle n'est pas élevée. Je vous rappelle que Excel a une petite originalité, c'est qu'il présente les données à l'envers. Donc c'est très bien, ça nous force à réfléchir. Donc on commence par la constante à droite, et ensuite on repart vers la gauche en prenant ici la première donnée, qui est donc la capacité d'accueil. Et ici, on a le nombre de chambres. Donc, dans ces données, on voit que chaque chambre supplémentaire coûterait 2,3 euros, coûterait 17 euros en plus dans cette régression, et associée à une T statistique qui est 2,3, qui est sur un nombre de données très importante. Ici, on a le nombre de degrés de liberté, 2252 données restantes, est très proche de la normale, et donc est quelque chose qui va être quand même relativement significativement différent de 0. Alors pour tester ce qui se passe, puisqu'on a deux exogènes, je ne peux pas faire un graphe à 3 dimensions où je vais regarder mes deux exogènes, capacité d'accueil et nombre de chambres, et regarder comment se comporte notre résidu, notre erreur estimée, par rapport à ces deux exogènes. Je vais regarder uniquement mes résidus par rapport à ma variable prédite, que je note y hat. Donc on va dire prix prédit. Et ici, j'aurai mon résidu. Alors mon prix prédit, c'est très simple. Il est égal à ma constante,
F4 pour que ça ne bouge pas, plus mes 12 euros par personne supplémentaire fois le nombre de personnes que je peux accueillir, plus les 17 euros par nombre de chambres fois le nombre de chambres. Donc vous voyez que là, dans les prix les plus élevés, j'ai quand même pas l'air d'avoir une prédiction qui est fantastique. Alors cet appartement à 9000 euros, il a l'air très bien, mais il serait quand même plutôt à 141 euros la nuit. Donc j'arrive pas bien à expliquer ce qui se passe. Il est vraiment en dehors, a priori, du lot. Le résidu, hein, c'est donc le vrai prix moins mon prix prévu. Et ensuite, je sélectionne ces données et je fais un graphe que je vais placer là-haut. Et je vais voir que il y a ce point qui est quand même très gênant, qui est très en dehors de la moyenne. Il est tellement en dehors qu'on se doute bien qu'une transformation en log va pas suffire à bien le traiter. Mais on peut la faire pour bien voir ce qui se passe. Alors, la transformation en log, elle est simple. Je prends le log de mes prix avec la fonction log. Et voilà. Et ensuite, je peux faire exactement la même régression. Alors je peux copier les intitulés pour gagner un peu de temps. Je la mets un peu plus loin. Mais je vais refaire cette régression. Alors ici, d'ailleurs, ce que j'aurais pu faire, c'est d'ailleurs bloquer ici ces cellules. CTRL-SHIFT entrée. Et maintenant, je n'ai plus que mes Y à changer. CTRL-SHIFT entrée pour valider toute une plage de cellules. Et je vois que là j'ai un R2 qui est à 33%, donc le modèle est quand même infiniment meilleur. Infiniment, parce qu'on doit être à peu près à 0% de vrai R2, hein, quelque chose comme ça, ou pas très loin, sur le modèle en prix. Et donc là, là j'ai pris le log de mes prix, mais j'ai pas pris les résidus. Donc, mes résidus, je dois faire la même chose. Alors, je vais d'abord prendre mon log prévu, et ensuite mes résidus. Alors, je vais insérer quand même une colonne. Mon log prix prévu, il est égal, alors c'est forcément un petit peu moins parlant les logs, hein. On a 1,5 plus 0,5 de log d'euros fois la capacité d'accueil plus également 0,5 fois le nombre de chambres. Donc ça c'est ce que j'ai prévu. Et ça, c'est mon résidu, c'est le log moins ce que j'ai prévu. Vous pouvez voir que les valeurs extrêmes, en termes de résidus, c'est beaucoup moins extrême. Le résultat en termes de graphe, alors je vais indiquer que c'est mon res du log de prix. Là, c'est mon res des prix. Ici, j'insère un graphe de la même manière. Je le mets juste à côté. Et j'ai envie d'avoir une échelle qui est un peu mieux. Donc, je vais essayer de modifier l'échelle. Je vais essayer de modifier l'échelle. L'échelle donc de l'axe. J'imagine que ça doit être là-dedans. Je formate mes axes. Je prends 1,5. Et voilà. J'ai quelque chose qui est plus visible. Avec toujours des points extrêmes. Alors le point extrême le plus haut ici, c'est certainement le point extrême le plus haut ici. On pourrait vérifier en regardant tout. Du coup, on a intérêt à le supprimer. Alors je pourrais ici changer à la main. Commencer ici à 3 et à 3, par exemple. Mais je peux aussi, je pense qu'Excel va tolérer ça, supprimer directement toute la ligne. Et j'ai quelque chose qui est beaucoup mieux. Donc si je supprime toute ma ligne, ce qui se passe,
c'est que mon R2, il saute directement à 28%. Ce qui est beaucoup mieux. Et d'ailleurs, alors que tout à l'heure, mon échelle des résidus était tellement élargie à cause de ce résidu énorme de plusieurs milliers d'euros, que je n'étais même pas capable de distinguer leur forme. Là, je vois presque tout. Alors j'en ai encore 4 qui sont ici plutôt extrêmes. Alors je peux les supprimer. 1, 2. Hop. Et mon R2 continue à monter. On est à 33%. Alors que sur les logs des prix, il ne bouge pas beaucoup. Là, je le mets un peu plus bas. J'en supprime encore 2. Et on voit quand même que on a quelque chose qui est beaucoup plus propre. Alors là, les résidus ont l'air d'être sur la majeure partie presque idées. Ils sont indépendants par nature. Est-ce qu'ils sont identiquement distribués, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont la même variance? Donc est-ce qu'en fonction des Y prévus, on a ici des courbes qui montent de la même manière à peu près? Ça a l'air d'être le cas, sauf ici vers la fin. Il se passe des choses qu'on a peut-être encore envie de retraiter. Encore dans les résidus qui vont être les plus élevés sur les prix. Alors ici, on a peut-être encore plus de points extrêmes, mais qui sont vers le bas. Ce point-ci, par exemple, on est à moins 1,15 d'erreur, donc on aurait plusieurs points à retraiter. Moins 0,41. Alors on peut peut-être trier ici sur les erreurs. Donc si on prend les résidus des logs des prix, par exemple, je ne sais pas s'il est vraiment capable de trier, mais là on a 1 ou 2 points qui sont énormes. Donc je vais peut-être avoir envie de le supprimer également. Si je supprime ce point, et ben je vois que cette fois-ci, c'est mon graphique de log qui commence à gagner. On n'a pas beaucoup gagné en R2, mais en termes d'indépendance, on a pas mal gagné. Je peux encore en supprimer peut-être 3 vers le bas d'ailleurs. Ça ne changerait pas grand-chose. Si j'en supprime encore 3 vers le bas, on n'est plus tellement éloigné du reste. On a quelque chose qui devient un peu plus propre. Alors comme dans l'exercice, je ne vous ai pas demandé de le faire, je ne le fais pas. Je garde ces 3 points, juste ici. Du coup, ce qu'on voit, ce qui est assez extraordinaire, c'est que d'avoir tronqué nous permet d'avoir quelque chose qui est énormément plus propre sur les résidus des prix et un R2, donc un coefficient de détermination, la part de la variance expliquée, qui monte à 40%, ce qui est pas mal. En général, sur des études économiques, c'est déjà assez bien quand on arrive à ça. Ça dépend du nombre de variables et de la précision qu'on a, mais là, on a quand même une base qui est pas très précise. On n'a pas beaucoup de caractéristiques très détaillées pour distinguer l'offre, donc 40% c'est peut-être pas si mal. Et on va regarder les caractéristiques maintenant pour regarder la normalité. Je vais pas m'embêter, je vais prendre mon utilitaire d'analyse, mes statistiques descriptives, je prends ici mes résidus sur les prix, je dis que je veux les mettre par exemple ici, avec des statistiques détaillées. Ah, j'ai oublié de dire qu'il y avait. Et si je fais la même chose sur mes résidus sur les logs des prix, je prends ces données, je les mets pas très loin, et je vais pouvoir comparer. Donc on a ici une kurtosis sur les résidus de prix qui est très forte. Une skewness 1,7 qui est également très forte. On a beaucoup de données, donc on a vraiment de la skewness. Si je prends par exemple mes résidus sur les logs des prix, j'ai plus skewness. Et j'ai une kurtosis qui est sous les deux, qui est relativement faible. Alors la question se pose, c'est vrai qu'on nous dit qu'on a envie d'avoir le modèle des MCO, des moyens de quart ordinaires, est optimal si on a des lois qui sont normales IID. Malgré tout, si on a des lois dans lesquelles on a des erreurs qui sont indépendantes, comme ça a l'air d'être le cas quand même visuellement,
de ce qu'on a prévu, c'est-à-dire toutes les erreurs les plus basses. Alors pour les logs, on a peut-être un petit problème de retraitement à faire ici, mais globalement, quels que soient les x, on n'a pas, par exemple, des erreurs qui seraient très négatives ici et très positives ici. On aura un modèle mal spécifié. Que ce soit sur les résidus des prix ou des prix, on a un modèle de relation qui semble relativement bien spécifié. La question, c'est la forme des résidus. Alors la forme des résidus, en elle-même, elle n'impacte pas le fait que la régression, elle soit consistante, qu'on n'ait pas de biais, qu'on finisse par converger également. Elle va impacter d'autres propriétés. Par exemple, on aura plus de mal à avoir des écarts types qui vont être relativement faibles. On aura, ou relativement stables également. On aura plus de mal à faire, par exemple, si on a des sous-échantillons, on aura des convergences qui risquent d'être plus faibles en prenant peut-être les prix que les logs des prix. Si vous avez l'échantillon entier, c'est-à-dire sur la régression telle qu'on l'a faite, le fait de prendre les prix a peut-être un avantage. Non seulement on a un coefficient de détermination R2 qui est meilleur légèrement que sur les logs des prix, mais par ailleurs on a quand même des relations qui sont plus lisibles. C'est-à-dire qu'on sait que là, sur ce qu'on a, le prix d'une chambre Airbnb, c'est 22 euros, plus 12 euros par chambre, plus 10 euros par personne que l'on peut accueillir de manière supplémentaire. Donc il faut réfléchir en fonction du contexte, à quoi choisir. Ce n'est pas la question qui est posée dans l'exercice, donc je n'y répondrai pas ici. Merci.